Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Stéphane No, qui est l'auteur du livre Je médite au travail. Et avec lui, nous allons échanger sur ce thème. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Maîtrise ta vie, un podcast où l'on échange avec des sophrologues et des professionnels des métiers du mieux-être, corps, âme et esprit. Je suis Dina, passionnée par le mieux-être, la spiritualité et l'ésotérisme. Tous les dimanches, tu découvriras un nouveau professionnel qui abordera sa pratique et bien plus encore. Si ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner pour en découvrir toujours plus. Bonjour Stéphane, merci d'être là avec moi Bonjour. aujourd'hui. Stéphane, vous êtes instructeur de pleine conscience. Vous êtes basé à Lille, c'est bien ça? C'est ça. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née votre rencontre avec la pleine conscience? Alors, c'est super que vous me posiez la question de cette manière-là, en fait, parce que c'est une vraie rencontre. J'ai le sentiment que ouais, la méditation, en fait, c'est quelque chose qui vient comme une merveilleuse rencontre sur un chemin de vie pour beaucoup de monde, en fait. Pour ma part, ça a été un moment où, dans les années 2000, j'étais pas très bien dans ma vie. J'avais l'impression que je courais après des choses qui avaient plus beaucoup de sens pour moi, que j'avais en même temps des difficultés dans l'entreprise que j'avais créée, que je sentais que dans mon couple c'était compliqué, au plan social pareil. Enfin, il y avait comme ça, mais c'était très confus. Et un jour, j'étais chez mon acupunctrice à Lille, qui était une femme extraordinaire, qui a arrêté maintenant de consulter, mais qui était vraiment quelqu'un de formidable et qui m'a dit, bah, écoute, si tu veux, on peut prendre un moment, puis on va s'asseoir ensemble et on va méditer. Et il faut voir qu'à Lille, en fait, dans les années 2000, méditer, euh, c'était bizarre. Voilà. Et mes amis, d'ailleurs, me disaient, mais enfin, tu vas quand même pas rentrer dans une secte, tu vas manger des champignons, etc. Fais attention, c'est dangereux. Bon. En fait, voilà, donc j'ai rencontré en fait la méditation comme ça, dans un contexte difficile, et je me suis rendu compte tout de suite mais vraiment dès la première pratique, en fait, que ça nourrissait quelque chose que j'avais jamais nourri. Euh, j'ai pas un sentiment à la fois d'harmonie intérieure, de compassion vis-à-vis de moi-même. Bon, bien sûr, c'était pas une transformation profonde tout de suite, hein, mais ça s'est venu après. Et voilà. Et donc, ce qui était chouette aussi dans ce moment-là, c'est que je me suis rendu compte très vite que je n'avais pas besoin de devoir résoudre un problème, mais plutôt de faire confiance en fait au processus de la vie, pour me dire quel est le chemin, quoi, quelle est la bonne voie et qu'est-ce que je suis capable de mobiliser comme ressource pour aller sur ce chemin-là. Mm. D'accord. Est-ce que vous faites une différence entre la méditation et la pleine conscience? Non. Oui, c'est une question en fait qu'on me pose souvent parce que bien souvent en fait les gens, et je dis pas que c'est votre cas, mais en fait on aime bien avoir des mots qui disent quelque chose de précis et faire des catégories comme ça. Moi je crois que ce qui est important en fait c'est méditer. Voilà, méditer, c'est-à-dire tourner le regard vers soi et regarder ce qui se passe. Et donc la pleine conscience a ceci de particulier, c'est une forme de méditation, enfin en tout cas c'est une approche de la méditation, il y en a plein, mais qui est très centrée sur l'instant présent et sur l'expérience du moment. C'est ça moi qui me plaît dans la pleine conscience, c'est que c'est à la fois très pragmatique, c'est-à-dire qu'on est finalement, on prend conscience de la réalité, et que de la réalité, mais dans la réalité il y a plein de choses, hein. Il y a des sensations du corps, il y a des émotions, il y a les pensées qui arrivent, il y a tout ce qui nous bouscule. Mais on prend conscience de cette réalité-là parce qu'elle est apparente au moment où on la regarde, et on ne cherche pas à la changer, mais plutôt à être en relation apaisée avec. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça la pleine conscience. Donc, c'est un acte de méditation qui a cette forme particulière de pouvoir à la fois constater ce qui est en train de se passer et rester dans l'abandon à ce qui est en train de se passer. D'accord. Du coup, comment vous vous êtes formé à cette pratique-là? Est-ce que c'est juste votre expérience qui fait ce que vous êtes aujourd'hui?
Ou est-ce que vous avez suivi certaines formations particulières qui vous ont impulsé un petit peu à accompagner pour aller un peu plus loin? Les deux. En fait, bon, ça fait maintenant plus de 20 ans que je pratique, mais avec l'expérience, je me dis finalement, on n'apprend pas à méditer. Ça se fait. Et le vrai apprentissage, je veux dire que si on reste sur apprendre à méditer, c'est comme si on faisait l'acquisition d'un outil, quelque chose qu'on doit utiliser, maîtriser, améliorer, voilà. Et donc, il y a pas cette dimension-là dans la méditation. C'est une pratique, c'est expérientiel et on apprend de l'expérience. Donc, le vrai apprentissage, il est d'abord d'apprendre à se poser, de s'autoriser à le faire. Et dans ce temps-là, de s'autoriser à regarder ce qui se passe. Voilà, ça, c'est le véritable apprentissage. Donc, ce n'est pas une technique. Hein. Néanmoins, c'est pas facile, évidemment, parce que quand on est seul sur son coussin, on n'emmène pas large, franchement. Et puis que moi, mon souhait début 2014, en fait, ça a été de transmettre ma pratique. Et donc, j'ai commencé à le faire de manière très empirique en disant, voilà, j'ai une pratique et donc je vais faire la même chose pour les autres. Donc, je vais leur dire ce que je fais et puis ils vont le faire avec moi. Donc, ça a marché pendant un temps. Les personnes me suivaient pas mal, mais je me trouvais un peu léger, en fait, léger dans le sens où il y avait quelque chose qui n'était pas consolidé dans la façon de transmettre. Et je sentais bien que les personnes qui venaient, en fait, étaient en souffrance. Et je me suis interdit de jouer les apprentis sorciers. Et ça, c'est juste une petite parenthèse, mais aussi un message que je transmets aux personnes qui nous regardent, c'est que prenez vraiment grand soin de choisir la personne avec qui vous allez pratiquer. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apprentis sorciers, des gens qui ne sont pas formés, des gens qui ne savent pas en fait du tout transmettre, qui sont extrêmement maladroits et qui peuvent du coup créer une expérience dommageable. Donc, faire attention. Donc là, j'ai décidé du coup de me former à un protocole qui s'appelle le MBSR, qui est en anglais, c'est Mindfulness Based Stress Reduction, c'est la réduction du stress basée sur la pleine conscience, qui est le protocole reconnu depuis 40 ans internationalement, qui fait référence, qui est le plus solide des protocoles et qui a été validé aussi par des milliers de recherches scientifiques. Donc, je me suis formé là aux États-Unis avec l'équipe d'une personne qui s'appelle John Kabat-Zinn, qui a créé le MBSR il y a 40 ans. Et donc, voilà, avec des gens sérieux. Et ça m'a pris 3 ans, enfin, grosso modo, Ah oui, quand même. de formation. Ouais, pour pouvoir proposer en fait le programme MBSR. Mais surtout, en fait, ce qui est important, c'est que c'est une formation qui est très étonnante d'ailleurs, parce que je ne m'attendais pas à ça, mais qui est complètement expérientielle. C'est en fait ce qu'on dit, et du coup maintenant dans mes actions de coaching, je comprends complètement le sens de ça, c'est que si on ne l'a pas expérimenté, si on ne l'a pas vécu intérieurement, eh ben on ne peut pas le proposer à d'autres, parce que les autres vont vivre à peu près la même chose que ce que moi j'ai vécu. Et donc, si je ne sais pas exactement à quoi ça ressemble, j'aurais du mal à voir en fait à quoi ça peut ressembler pour les autres. Et surtout, dans le fait de transmettre la pratique, du coup, ça me permet, en fait, ça me donne un cadre de sécurité par rapport aux participants qui me permet de dire, là, je peux y aller, et là, je ne peux pas y aller. C'est pas souhaitable en fait pour la personne. D'accord. Aujourd'hui, donc, en plus du livre que vous avez écrit, vous proposez également des coachings individuels dans l'accompagnement à la pleine conscience. Est-ce que ce sont des coachings que vous proposez uniquement dans l'univers du travail ou c'est ouvert à tout le monde? Alors, le coaching, en fait, c'est un coaching effectivement individuel, mais qui peut être soit à titre individuel pour les particuliers ou à titre professionnel dans les entreprises. Et donc, la pleine conscience fait partie des cadres que j'utilise en fait dans le coaching, mais dans le coaching, en fait, j'utilise d'autres cadres de référence, comme par exemple la communication non violente, l'analyse transactionnelle, la PNL, la systémie, process communication, etc. Enfin, donc j'utilise en fait plein de cadres de référence que j'assemble en fonction de la demande et en fonction de ce qui émerge en fait dans la situation du présent du client. Vous intervenez en tant que coach au sein des entreprises pour accompagner les personnes donc, à être
plus dans dans la pleine conscience de ce qui se passe autour d'eux. Oui, c'est ça. En fait, j'accompagne essentiellement des dirigeants, des managers et des leaders dans les entreprises. Et mon propos, en fait, c'est de pouvoir les aider à avoir une meilleure conscience d'eux-mêmes, une meilleure conscience des autres et une meilleure conscience aussi de la portée de ce qu'ils décident, de ce qu'ils font. Et donc, pour ça, le fondement, en fait, de l'accompagnement, c'est effectivement la pleine conscience, c'est-à-dire dans le sens de la présence à soi. Donc, c'est d'améliorer la capacité à être présent à ce qui est ressenti et expérimenté dans le moment pour vérifier que ce que je suis en train de faire est complètement ajusté par rapport à moi, par rapport à l'autre et par rapport à la situation. Et ça, donc je dirais, c'est un des fondements de la pleine conscience, c'est de pouvoir justement se relier à ses ressources et mobiliser ce qui est juste de mobiliser pour pouvoir faire face à la situation, décider en conscience et agir de manière plus ajustée. Vous avez choisi l'univers du travail, mais est-ce que c'était quelque chose qui résonnait avec vous? Vous aviez envie de changer un petit peu peut-être l'univers du travail, la façon dont les gens communiquaient les uns avec les autres? Alors, ça serait très prétentieux pour moi de dire je vais changer l'univers du travail. Moi, j'avoue que là, j'irai pas là, en fait. Enfin, j'irai pas jusque-là, en tout cas. Par contre, ce qui me paraît important, c'est de voir, enfin, il y a plusieurs choses. La première, c'est de voir que si on parle d'efficacité, l'efficacité et la performance, si on peut dire ça comme ça, seront d'autant meilleures, plus grandes et plus durables si les personnes ont vraiment conscience d'elles-mêmes et agissent de manière authentique. Ça, c'est un point important parce que le fait de se relier à soi, je veux dire, c'est pas pour déstresser, quoi. Enfin, bien sûr, ça va aider, mais l'objet principal n'est pas uniquement de trouver la paix dans les moments difficiles. C'est important, c'est souvent un prérequis pour agir juste, mais c'est pas là où on va se déployer, en fait. Par contre, on va se déployer dans la capacité à mieux se connaître et on va se déployer dans la capacité à mieux entendre ce qui est souffrant en nous pour pouvoir mobiliser ce que nous avons mobilisé pour être bon dans ce qu'on fait. Et pour s'appuyer sur nos vrais points forts et pour se déployer avec toutes nos qualités, avec les soft skills, nos soft skills. Donc moi, mon propos n'est pas de régler un problème de souffrance au travail, etc., mais c'est d'améliorer en fait la condition intérieure de chacun pour qu'il puisse avancer de manière ajustée par rapport à ce qu'on lui demande de faire, par rapport à ce qu'il est juste pour lui de faire, dans la conscience de lui-même, donc pour ne pas générer un dommage vis-à-vis de lui et vis-à-vis des autres. Et ça, c'est extrêmement important parce que j'ai croisé dans mon passé à la fois de salariés en entreprise, de managers, d'entrepreneurs. J'ai créé 7 entreprises. À chaque fois, en fait, j'ai rencontré des gens qui souffraient. Et à chaque fois, je me suis dit, mais comment est-ce que ces personnes pourraient trouver en fait un meilleur équilibre de vie professionnelle et personnelle, c'est-à-dire de reconnaître en fait les causes de leur souffrance et de régler en fait ces causes de souffrance de façon à pouvoir être libre. Autrement dit, être libéré de la souffrance pour pouvoir y aller, quoi. Voilà. Alors maintenant, si on rentrait dans le vif du sujet, donc votre livre « Je médite au travail », en fait, en lisant ce livre, il y a une chose qui m'est très vite apparue. C'est qu'en fait, j'ai fait un burn-out. Et en lisant ça, je me disais, je pense qu'il y a des choses qui auraient vraiment pu changer si j'avais eu ce livre. Et là, je vous dis vraiment en toute sincérité, il y avait des choses toutes simples où je me dis, tiens, j'aurais pu me raccrocher à ça pendant que j'étais dans une phase pas forcément très, très bonne. Je ne sais pas si ça aurait changé l'issue, mais je pense qu'avec les astuces qui sont mises là-dedans, je l'aurais vécu vraiment différemment. En fait, il y a eu le premier passage qui m'a vraiment percutée, c'était prendre un café en pleine conscience. Alors, j'ai adoré ça, vraiment. C'est donc une petite méditation que vous proposez dans votre livre. J'ai vraiment adoré ça parce que, bon, le café, j'aime ça. Mais de me dire que j'aurais pu faire ce simple exercice de savourer mon café, ne serait-ce que pendant 30 secondes,
et que le fait de savourer ça, ça m'aurait ancré dans le moment présent. Ça m'aurait fait descendre la pression et tout ça. Donc, cet exercice-là, je l'ai trouvé, mais c'est là où ça m'a vraiment percuté et m'a fait dire que si j'avais eu ce bouquin entre les mains à ce moment-là, j'aurais vécu vraiment différemment ce moment-là, quoi. Et, euh, et est-ce que pour vous, euh, donc, méditer, est-ce que c'est à ralentir, votre but avec ce livre-là, est-ce que c'est pas en grande partie déjà ralentir le rythme et revenir au moment présent, comme vous annonciez un peu dans la pleine conscience? Oui, bien sûr. D'abord, je vais juste vous dire que je suis très touché en fait de ce que vous dites à partir de la lecture du livre en fait. Vraiment, ça me touche. J'ai beaucoup d'émotions là parce que je, je trouve il y a, il y a une non-conscience de notre propre état Mm. bien souvent. C'est pas de notre faute, hein. C'est juste que on est embarqué en fait dans un rythme et souvent dans des systèmes en fait intérieurs, relationnels, de contexte, de situation, etc., qui font qu'il y a des moments où on ne voit plus rien. Et c'est très symptomatique en fait du stress qui se transforme en l'épuisement en fait. Mm. C'est que notre mental nous fait continuer à nous faire croire que ce que nous vivons est malgré tout le mieux qu'on puisse vivre, et donc continue à épuiser en fait les ressources du corps, puis les ressources mentales, et puis à un moment, quand il n'y a plus de ressources, il n'y a plus de ressources, quoi. C'est un Et peu un c'est là où effet on boule tombe. de neige, en fait. On est Ouais. dedans et on ne voit pas Et, l'issue, quoi. Mm. et on voit pas. Et donc, ce qui est vraiment important, et ça permet de faire le lien avec votre question, ce qui est vraiment important, c'est de prendre le temps de s'arrêter. Parce que quand on est pris dans le mouvement, eh ben, on va à la même vitesse que le mouvement. Donc, en fait, il n'y a plus de différence entre le mouvement extérieur, le mouvement intérieur, enfin, tout ça se mélange. Et du coup, on est incapable de voir ce qui se passe. Euh, donc, il y a un moment où c'est très important, en fait, de s'extraire du mouvement pour regarder le mouvement lui-même. Mm. Donc, c'est un peu comme si vous étiez sur une rivière, vous savez, dans un bateau, il y a un courant, et puis vous êtes là, vous êtes en train de naviguer sur votre barque, et puis vous regardez l'eau. Ben, l'eau ne bouge pas, puisque en Mm. fait, vous allez exactement à la même vitesse que l'eau. Donc, ça ne bouge pas. Mais quand vous commencez à relever le regard, ben, vous commencez à voir la berge qui défile. Donc, vous dites, ah tiens, ça bouge, mais en même temps, je suis embarqué dans le courant. Et ce qui est proposé par la pleine conscience, c'est de donner un tout petit coup de barre à gauche ou à droite pour aller rejoindre la berge. Et c'est à partir de la berge, quand vous vous arrêtez, que vous dites, ah ouais, quand même. C'est ça qui est en train de se passer là. C'est-à-dire, je suis en train de voir la rivière couler, mais je n'en fais plus, je fais plus partie de ce mouvement-là, et ça me permet de voir, parce que j'empêcherai pas la rivière de couler, et c'est bien par là qu'il faut que j'aille. Donc, comment je vais faire maintenant pour aller dans le mouvement, mais en ayant conscience de tout ce qui se passe? C'est exactement ça qui est proposé dans le livre. C'est ça qui est proposé dans l'expérience du café en pleine conscience, mais il y a plein d'autres moments comme ça où effectivement on peut prendre le temps de se retrouver et prendre le temps de voir ce qui bouge et de s'ajuster en fait au rythme du monde sans être comment dire, contraint à épouser exactement le même rythme du monde. Ce qui est très difficile en entreprise, c'est la différence qui existe entre le rythme de l'extérieur et le rythme de l'intérieur. C'est le rythme de l'extérieur, il vous pousse, 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 met une pression d'enfer sur les objectifs, la performance, les contraintes, le stress des collègues, les réunions, etc. Et en fait, on est embarqué dedans, à tel point qu'on ne sait plus s'arrêter en fait, de travailler. Hein, du coup, on travaille tard, on s'épuise, on y pense tout le temps. Et le rythme intérieur qui nous dit non, 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 ça, c'est pas mon rythme à moi. Mon rythme à moi, biologique, mental, mon rythme de ressources est tout à fait différent. Et qui peut Donc, être différent d'une donc personne à une autre aussi. oui, c'est ça, bien sûr. Donc, en fait, et le mouvement extérieur change aussi. Donc, en fait, c'est un ajustement permanent qu'il faut essayer de trouver, qui n'est pas facile à trouver, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de ralentir le rythme extérieur, mais il s'agit en fait de s'ajuster du mieux possible au rythme extérieur en respectant ce qui est bon pour nous. Et ça suppose de s'arrêter à des moments, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, pour juste se poser là et se dire, mais finalement, comment est-ce que je peux faire au mieux pour ajuster tout ça et que ce soit harmonieux pour moi et surtout que ce soit un moment où je sois capable de prendre soin de moi. Parce que sinon, effectivement, on en arrive à l'épuisement.
Et là me revient un autre exercice qui a été proposé et qui m'a beaucoup parlé aussi. Alors, je ne me souviens plus exactement de ce que c'était, mais en gros, vous proposiez de choisir un objet qui nous entoure et de prendre le temps de l'analyser, de le regarder. Et je me dis, mais des exercices comme ça, tout bêtes, on peut caler en fait dans la journée. Même les gens, enfin, ça peut bouger tout autour de nous. On peut regarder tranquillement notre stylo comme ça et puis, sans que ça n'ait vraiment d'influence sur tout ce qui tourne, quoi. Et ne serait-ce que 10 secondes, 20 secondes et pas pouf. La pression rediminue. J'ai senti en lisant cet exercice-là, j'avais même pas forcément besoin d'aller jusqu'à le faire pour me dire, mais c'est puissant comme outil pour apaiser et faire redescendre la tension en soi. En effet, tout ce qui se passe, la pile de choses à faire ne va pas forcément changer, mais en tout cas, en soi, on peut déjà ressentir un pouf, ça va mieux là. Rien qu'en regardant un stylo, une gomme ou n'importe quoi. Donc, ouais. Tout à fait. Tout à et le fait. livre est ponctué comme ça de plein de petits exercices que je trouve qui sont vraiment très, très faciles à réaliser et d'une puissance vraiment impressionnante, quoi. Oui, c'est vrai. Et ces petites choses du quotidien, là, vous parlez des objets, il y a quelque chose qui est important, hein, que j'ai découvert dans ma pratique il y a longtemps déjà, c'est quand même de ne pas voir uniquement la fonction utilitaire de ce qui nous entoure. Par exemple, un stylo, on s'en sert pour écrire, mais on a tellement l'habitude d'utiliser un stylo qu'on ne sait même plus qu'on utilise un stylo. Et donc, la question, c'est, mais si je m'arrête en fait sur ce stylo-là et que je commence à le regarder, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de merveilleux, en fait, juste ça, juste là? Est-ce que je ne me relie pas finalement au merveilleux de la vie, juste en regardant mon stylo briller à la lumière, et que du coup, il peut prendre de la valeur? C'est-à-dire qu'en fait, je me rends compte que d'abord, sans ça, je ne peux pas écrire, et donc j'ai un problème. Et deuxièmement, c'est absolument magique quand même que ça écrive. Et si je reviens à des exercices comme marcher en pleine conscience ou boire un café en pleine conscience, qui sont des exercices purement sensoriels, je peux me rendre compte que je n'ai pas besoin d'aller quelque part pour faire quelque chose. Je n'ai pas besoin de me poser 1000 questions ou de ne pas me poser de questions du tout sur ce que je suis en train de faire, parce que c'est déjà une expérience. Et c'est une expérience merveilleusement sensorielle. Donc, boire son café en pleine conscience, alors le thé en pleine conscience, ou manger un gâteau en pleine conscience, voilà, on applique ça à tout ce qui est de l'ordre de consommer quelque chose d'alimentaire, eh bien, c'est se relier à l'essentiel de ce qui constitue notre être vivant, c'est-à-dire la connexion au monde. On est juste en train de parler de ça quand même. Donc, c'est pas juste un petit exercice dans lequel on découvre qu'effectivement, dans cet exercice, il peut y avoir une forme de plénitude, il peut y avoir une forme de jouissance, d'être là et de goûter, de savourer ça, mais c'est aussi un exercice qui nous ramène juste à l'essentiel de notre propre existence. C'est-à-dire, je suis un être doté de sens, et sensoriellement, je suis relié au monde. Bon, moi, je trouve ça pas mal. Et quand on fait ça dans le cadre du travail, eh ben, le fait de regarder, de changer de posture d'écoute, hein, il y a 2 chapitres sur l'écoute, le fait de changer de posture d'écoute, de regarder l'autre en vérité, c'est-à-dire de le regarder vraiment, de regarder ses yeux, ses expressions du visage, son attitude, écouter la tonalité de sa voix, etc., c'est d'abord une expérience absolument fondamentale de se relier à ce qui est en train de se dérouler chez l'autre de manière complètement authentique et profonde. Et on n'est plus en train d'essayer de s'envoyer des arguments à la figure en essayant d'avoir raison. C'est complètement différent. Un autre passage que j'ai beaucoup apprécié et qui rebondit avec ce que vous êtes en train de dire, c'est le « Bonjour, comment ça va ?» Alors, l'expérience que vous avez racontée autour de ça, votre histoire, elle est vraiment, mais tellement, moi j'ai trouvé ça vraiment touchant. C'était puissant qu'un simple bonjour, ça va aller. On laissera peut-être les gens lire ce passage-là, je ne sais pas, mais voilà. Et il est vraiment, c'était super intéressant de voir comment un bonjour, ça va peut impacter autant une personne. Et en effet, en lisant cette explication-là, ce que vous en avez retiré derrière, je me disais, mais oui, en fait, tous les jours au boulot, j'allais voir les gens, bonjour, comment tu vas? Mais en fait, c'était un bonjour, comment tu vas automatique.
Et là, vous expliquez que ce serait vraiment une bonne chose que d'avoir vraiment envie de connaître la réponse de la personne en face. Et que du coup, forcément, ça crée un lien plus fort parce qu'on a sincèrement envie de savoir comment la personne, elle va. Et pas juste salut, ça va, et puis hop, on passe à gauche, à droite, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça Oui, intéressant. mais en fait, il y a deux choses, et je crois qu'il ne faut pas non plus se méprendre sur l'intention de pratiquer la méditation au travail. En fait, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est celui dont on parle et qui est très important, c'est de redonner de la saveur et de la profondeur et du sens à tout ce que nous faisons dans notre journée. Et on est des êtres de relation, je parle du prince dans mon livre, on est en particulier dans nos caractéristiques d'être des princes et des princesses, des êtres de relation, des êtres de lien. Et donc, on ne peut pas passer à côté de ça. Il y a une telle richesse humaine dans l'entreprise enfin, moi, je trouve ça dommage de ne pas pouvoir mettre en évidence cette richesse humaine par le simple fait d'écouter. Voilà. Et donc d'écouter et de poser des intentions bienveillantes dans la communication qu'on a avec l'autre. Donc ça, c'est un premier niveau qui est très important. Le deuxième niveau, c'est que en prenant conscience de l'importance de tous ces petits actes quotidiens, eh bien, on se rend compte que le travail n'est pas un problème, n'est pas un lieu dans lequel on est obligé de souffrir, dans lequel on est obligé d'avoir de la pression, dans lequel on est obligé d'exécuter des choses, mais un lieu dans lequel on peut trouver un territoire pour grandir, un territoire pour s'épanouir, un territoire pour se révéler. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça vient toucher un troisième niveau du coup, qui est le niveau enfin, si j'arrive à vivre bien mon travail, si j'arrive à être en paix avec moi-même, avec les autres, si j'arrive à agir de manière authentique, et bien d'un coup, qu'est-ce qui va en découler? Une performance accrue, une performance plus stable aussi. Et puis, dans le cadre des politiques de RH qui visent à développer les soft skills, qui visent à développer le bien-être au travail, la qualité de vie au travail, je vais complètement en fait dans cette mouvance qui fait que des employés heureux, des employés pour lesquels en fait ils vivent de la paix dans leur quotidien, ça vont être des employés enfin des collaborateurs qui vont être beaucoup plus capables d'exprimer leur plein potentiel. C'est plutôt bien de pouvoir ouvrir cette possibilité-là. Ce que je trouvais sympa aussi, c'est que en fait, on parle de je médite au travail, mais il y a plein de choses en fait que l'on peut après ramener chez soi aussi dans son quotidien. En fait, tout est lié. De toute façon, on n'est pas forcément. Il me semble que d'ailleurs, ça avait été abordé qu'on était une personne parfois au travail et une autre personne à la maison. Mais en fait, tout est intrinsèquement lié et le fait d'aller bien au travail, du coup, on va bien à la maison et puis enfin, ça peut aider tout ça, quoi. Tout peut aller de pair et puis aider à augmenter, à être mieux au quotidien. Oui, on est la même personne. Hein. Mm. Et ce que nous portons à titre personnel, on l'emmène au travail, et ce que nous portons à titre professionnel, on l'emmène à la maison. En fait, on est la même personne qui vit des situations différentes. J'ai rencontré beaucoup de mes clients, alors à une époque où j'étais consultant en communication, qui, qui sous-entendaient ou qui sous-tendaient dans leur action quotidienne des managers que les gens étaient, quand ils étaient au boulot, il fallait bien qu'ils se débarrassent de leurs problèmes perso. Quoi. Voilà. Et j'ai vécu beaucoup de situations comme ça. Je pense que ça peut parler à beaucoup de monde. Je ne veux pas en faire une caricature parce que ce n'est pas vrai partout et ce n'est pas vrai tout le temps. Mais malgré tout, si on sous-entend que la personne est différente, est une personne différente, a une identité différente quand elle est au travail, il y a quand même là un énorme problème. C'est que ce n'est pas vrai. C'est que la personne, c'est la même. Et je prends souvent en fait l'image d'une personne qui porte un sac à dos. Voilà. En fait, le sac à dos, c'est toute votre vie qui est dedans. Et dedans, il y a des pierres, il y a des plumes, il y a tout un tas de choses. Mais vous le portez tout le temps, ce sac à dos, parce que c'est toute votre vie qui est là. Et donc, vous ne le laissez pas à l'entrée de l'entreprise et ne le reprenez pas en sortant de l'entreprise. En fait, vous le portez quand vous êtes au travail, comme quand vous le portez dans votre vie personnelle. Et donc, c'est une illusion de croire qu'on peut être autrement au travail. Et cette illusion génère quoi? En fait, génère
une illusion que la relation au travail peut être plutôt basée sur l'efficacité, la performance, les procédures, les processus, le management, la technique, les produits, etc. Mais non, c'est d'abord une affaire humaine, c'est d'abord une affaire de connaissance de soi, de conscience de soi et de conscience de l'autre. Mais c'est ça le moteur de l'entreprise. Et donc, si tout le monde arrive en changeant d'identité, mais qui se parle au travail, en fait? C'est des identités professionnelles, c'est des personnes, c'est des égos, c'est des postures, c'est des fonctions. C'est qui se parle? Ça n'a pas de sens. C'est d'abord des humains qui se parlent. Et si on arrive, moi c'est aussi un des objectifs que j'ai dans ce livre, c'est juste de donner quelques indications qui permettent à chacun de prendre conscience qu'on peut arriver à être autrement. C'est-à-dire qu'on peut arriver à toucher l'authenticité qui est la nôtre et de se relier de prince à prince ou de princesse à princesse et pas de se relier d'égo à égo. Voilà. Si on peut arriver un petit peu, si on peut aller un peu dans ce sens-là, on améliorera grandement en fait la qualité de vie au travail, mais de vie avec un grand V, quoi. Et ce que vous dites, ça me fait rebondir sur le fait que donc, tout le long du livre, on a je ne sais pas si c'est vraiment des témoignages, mais bon, des expériences qui sont relatées. Donc, ça s'appelle «Cela nous arrive à tous». Et en fait, bon nombre de je vais appeler ça des témoignages, bon nombre de ces témoignages, en fait, c'est comme s'ils faisaient écho à des choses, par exemple, que moi, en tout cas, j'avais vécu. Donc, je trouvais ça drôle de me replonger dans quelque chose que j'avais vécu, ressentir parfois même une émotion, du stress pour certaines qui n'avaient pas été forcément bien digérées et comprendre derrière qu'il y a une possibilité de faire autrement. Alors, on se sent prêt ou pas à plonger dedans, mais en tout cas, on a derrière des astuces qui sont données pour le vivre différemment. Et tout ça, ça a été tourné de façon super ludique, je trouve, parce qu'à chaque fois, on nous propose d'écrire. Donc, je vais montrer ici, par exemple. Donc là, on peut écrire. On a une question qui nous est posée et puis la possibilité de l'exprimer. Donc, ça ne reste pas que mental. On le sort de nous et ça nous permet aussi de prendre du recul et de nous dire ah ouais, je réfléchis comme ça. Ah ouais, c'est vrai que là, la personne, elle a fait comme ça. J'aurais pu aussi le faire comme ça. Et donc, on propose une nouvelle façon d'appréhender les choses dans l'univers du travail. Donc, c'est intéressant d'avoir aussi, pas juste de voir que ça peut être compliqué, mais qu'il y a une façon de faire qui peut être différente de celle qu'on a l'habitude de faire. Tout à fait. Absolument. Je suis d'accord. Le récit de Yasmine qui m'a bien parlé aussi. Donc, elle qui était contente d'être avec ses collègues, elle posait son sac à main dans son bureau, elle partait au café avec ses collègues, elle était juste contente d'être là, mais du coup, elle avait peur en même temps de ce temps-là. Elle avait peur que tout à coup, ce soit à elle de parler, que ce soit son temps de parole et qu'elle ne sache pas quoi dire. Et puis au final, c'est comme s'il y avait une envie de fuir, mais en même temps, elle était bien là. Donc, il y avait comme une ambivalence dans ce qu'elle ressentait. Ça rentrait. Et du coup, ça m'a beaucoup parlé, ce récit-là, parce que je me souviens avoir vécu exactement ce qui était raconté par Yasmine, quoi. J'étais juste bien là, mais juste bien à écouter ce que les gens lui disaient, quoi. Non, on ne me posait pas trop de questions. Moi, je suis juste bien là. Et en fait, c'est drôle parce que c'est comme si on ne prenait pas part à ce qui était vécu. Et j'ai eu l'impression que, en fait, l'univers du travail, c'est comme si on voulait bien faire, mais comme si on était des enfants, en fait. Et que le fait de devenir adulte, c'est aussi accepter qui on est, mais pleinement, et pas vouloir plaire à tout prix ou faire tout ce qui nous est demandé, comme si on était des enfants. Il y a eu cette réflexion-là qui m'a émergé à la lecture de votre livre également. Je ne sais pas si ça vous éveille quelque chose ou pas du tout. Oui, en fait, on ne peut pas être à l'intérieur et à l'extérieur en même temps, on ne peut pas être présent et absent en même temps. Donc souvent en fait, ce que moi je constate dans les entreprises, c'est plus la question de la non-présence à soi.
Donc, effectivement, du coup, on est mal à l'aise dans les relations, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop quelle est la posture la plus juste. On se fixe des enjeux personnels en disant oui, mais enfin bon, si je parle pas, je vais pas être accepté, je vais pas être la bonne collègue, je vais pas être reconnu, je vais pas être ceci ou cela. Mais si je parle, je prends un risque parce que si je dis une bêtise, bah, je vais être jugé, on va dire que je suis ridicule, que je suis bête, que je ne vaux pas la peine d'être considéré, ni même d'être aimé, etc. Donc en fait, tout, cette, tout ça fait partie des schémas mentaux, en fait, des habitudes mentales qu'on peut avoir nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes. Euh, Moi, je vois à la fois en entreprise, mais aussi dans mes groupes, dans mes programmes de réduction du stress, combien les personnes peuvent être dures avec elles-mêmes. C'est très, mais c'est difficile hein, de voir ça parce que c'est cette dureté vis-à-vis de soi, d'être toujours dans l'auto-jugement, dans l'auto-critique, dans l'auto-sabotage, nous amène en fait à beaucoup d'incapacité. Alors que précisément, ce que nous recherchons, bah, c'est d'être en paix avec nous-mêmes, d'être en paix avec les autres, d'être dans une forme d'harmonie, de communauté joyeuse, voilà, même discrète avec son mode de fonctionnement. Hein. On n'a pas besoin de rire tout le temps, mais en fait d'être quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la douceur. Donc comment on peut passer de la dureté à la douceur vis-à-vis de soi? C'est précisément d'abord en prenant conscience de ses propres mécanismes internes qui nous amènent toujours dans les mêmes impasses vis-à-vis de nous-mêmes et dans la relation. Et puis ensuite, une fois qu'on a reconnu en fait ces mécanismes, bah, d'essayer de changer une petite partie du mécanisme en fait pour voir comment ça se passe et de se débarrasser de ce qui nous fait souffrir et puis de cultiver au contraire ce qui nous fait du bien. Et on voit bien que les situations dans lesquelles nous sommes en difficulté sont des situations en général dont les conditions et dans la réaction que nous avons par rapport à ces conditions sont assez familières et récurrentes. C'est un peu toujours la même chose. Sauf que on ne peut pas voir que c'est toujours la même chose si on ne s'arrête pas pour regarder. Donc on a besoin de prendre ces temps pour faire connaissance avec notre propre mode de fonctionnement. Et ce n'est pas de la thérapie, hein, c'est juste de s'arrêter et de regarder. Enfin, c'est tout. Voilà, on ne cherche pas à comprendre pourquoi c'est comme ça, on cherche juste à voir que c'est comme ça et que si on change quelque chose, on peut faire l'expérience de quelque chose de différent. Et puis d'essayer. Ça prend du temps, parce que méditer, ce n'est pas un acte isolé qu'on pose une fois et puis en se disant ah, bah, ça va mieux, donc c'est fini, et puis je méditerai quand de nouveau ça ira pas bien. Bon, il y a des chances quand même que du coup on médite assez souvent, parce qu'en général, on va mieux, puis ça va pas bien, puis on recommence, et on recommence, on recommence. Donc en fait, moi, je crois que c'est beaucoup plus profitable et utile d'avoir une régularité en fait dans la pratique. C'est 10-15 minutes par jour. Voilà, c'est un peu un entraînement de fond. Hein, c'est un peu comme un coureur qui va courir le marathon. Il a besoin de s'entraîner tous les jours parce que les 42 km, il va falloir les courir quand même. Et ça ne va pas être forcément si simple. Il va falloir muscler, il va falloir mentalement se préparer. Donc la méditation, c'est un peu pareil. Ça demande un peu moins d'effort physique, beaucoup moins même. Mais par contre, c'est de la préparation mentale. C'est-à-dire qu'on va muscler le cerveau pour qu'il se déshabitue de ce qu'il fait souffrir, de ce qui nous fait souffrir, et qu'il se réhabitue à des choses qui sont plus bénéfiques. Juste dans ma formation d'instructeur MBSR, une des premières choses que j'ai entendues de la part des enseignants, c'est on est là pour désapprendre et réapprendre. Et c'est effectivement le mouvement de la vie. C'est-à-dire que le mouvement de la vie, il incrémente des expériences qui font qu'on a des compétences qui nous permettent de grandir et de faire face. D'accord? Super, c'est évidemment absolument nécessaire. Mais dans ce que nous apprenons, il y a des choses que nous avons besoin de désapprendre parce qu'elles nous entraînent en fait dans des chemins qui sont des chemins de souffrance. Et, et donc, c'est ce qui est expliqué dans le livre en filigrane. Hein. Je ne vais pas expliquer ça comme ça parce que c'est difficile à expliquer, puis ça demanderait un peu plus d'élaboration. Mais tous les exercices, en fait, vont dans ce sens-là. Re-questionnons la façon dont nous vivons notre quotidien. Pas plus que ça. Les petites choses. Le bonjour, le café, le mail que nous écrivons, le conflit que nous vivons avec la personne, la façon dont nous écoutons, tout ça, en fait, nous invite quand même à questionner, non pas nous questionner, nous remettre en question, dans le sens nous remettre en question, mais questionner ce que nous vivons pour voir s'il serait possible de le vivre de manière plus consciente, pour pouvoir s'engager plus fortement, en fait, dans ce qui nous fait du bien.
c'est ça. Et le terrain du travail, le territoire dans lequel nous sommes dans le travail est très propice à faire ça, parce que nous vivons beaucoup de souffrance et que là, on a quand même beaucoup de matière qui apparaît et qui peut être intéressante à questionner. Vous avez plusieurs réseaux sociaux, donc j'ai vu Facebook, sur lequel vous avez un événement en août, donc un stage de pleine conscience, un Instagram et une chaîne YouTube, où donc j'ai vu que vous aviez une playlist 1 minute de paix. Alors j'en ai écouté, c'est vraiment plutôt sympa. Juste des bruits ambiants qui à nouveau nous ramènent juste à ouvre la fenêtre en fait, écoute juste ce qui se passe dehors et c'est déjà parfait quoi. Donc je l'ai trouvé très sympa cette petite playlist là de 1 minute de paix, c'était top. Donc en plus de ça, vous faites donc des coachings individuels et j'ai vu une formation également de facilitateur de pleine conscience. Ça c'est une formation que vous donnez tout au long de l'année ou est-ce que c'est ponctuel en fait? Oui, il y a deux sessions par an. Alors, je la donne soit en entreprise, soit dans un contexte individuel. Mais bien sûr, ce sont souvent des gens qui travaillent, qui viennent là. C'est la 4e session au mois de septembre 2022. C'est chouette que vous mettiez cette formation en évidence parce qu'elle est très intéressante. Le fait de méditer, c'est bien sûr pour mieux vivre notre quotidien, le vivre de manière plus apaisée, plus bienveillante aussi, plus compassionnée, plus joyeuse. Donc ça, c'est évidemment très important, mais c'est une formidable pratique de connaissance de soi. Et donc, quand on se forme, moi j'ai conçu cette formation comme ça, c'est 7 jours, il y a 2 modules de 3 jours et une journée de supervision, puis entre les deux, il y a du travail individuel et de la pratique. Et en fait, quand on suit cette formation, c'est à la fois pour pouvoir proposer des pratiques dans un contexte, voilà, qui peut être un contexte professionnel, un contexte thérapeutique, un contexte d'accompagnement, un contexte associatif, bref, un contexte avec du public. Donc, on est capable de créer un atelier et de guider des pratiques et d'écouter des partages à partir de ces pratiques. Donc ça, c'est déjà très précieux parce qu'en termes d'outils, on est super outillé pour pouvoir le faire. Dans le contexte managérial, personnellement, je trouve que c'est un indispensable. C'est-à-dire qu'en fait, si on amène nos collaborateurs à des moments où ils peuvent être plus présents à eux-mêmes, en maîtrisant, en cadrant ces moments pour que ce soit des moments où on est en sécurité et des moments où on puisse véritablement construire quelque chose ensemble, c'est extrêmement bénéfique à l'ensemble de l'équipe. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est quand on vient dans cette formation, on travaille sur soi. C'est-à-dire qu'on va dans la pratique, puisqu'elle est construite, en fait, c'est des pratiques et des échanges. Et c'est uniquement expérientiel. Il n'y a quasiment pas de théorie. Mais par contre, on apprend sur soi pour pouvoir justement être capable de revenir à soi et se découvrir à soi-même, se révéler à soi-même. Donc, moi, je trouve que c'est formidable, en fait. Voilà. Et donc, c'est au mois de septembre, donc vraiment, il faut y aller. Et donc, du coup, le livre dont on parle aujourd'hui, Je médite au travail, je mettrai le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez le retrouver. Stéphane, merci beaucoup pour cet échange et merci pour ce livre. Vraiment, je pense que ça vaut le coup de le mettre entre beaucoup de mains de salariés, de managers, enfin qui que ce soit dans l'univers du travail. J'ai une petite mouche qui se promène par là. Il est vraiment super bien construit, il est ludique, il est facile à lire. Vraiment, je le conseille sincèrement. Donc, merci beaucoup Stéphane pour tout ce temps accordé. Merci Lina. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. En description, tu trouveras les différents liens pour suivre ou contacter notre intervenant du jour. Pour me donner ton avis sur cet échange, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je te retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je te souhaite une délicieuse semaine.